Bonjour! Pour cette dernière émission de la saison hivernale de Vue d'ici, Isabelle en a profité pour dresser un bilan avec le club de ski acrobatique de Stoneham. Mégane s'est entretenue avec le refuge éthique de l'arrière-pays qui est à Sainte-Brigitte-de-Laval pour parler des chats errants et également prendre des nouvelles du sympathique Rembo. Et finalement, j'ai avec plaisir découvert le studio La Cabane qui vient d'ouvrir ses portes à Lac-Beauport. Bienvenue à Vue d'ici. On est présentement au studio La Cabane à Lac-Beauport. On vient rencontrer deux frères du Lac-Saint-Jean, Jérôme et Samuel Duchesne, des passionnés de musique qui viennent d'ouvrir leur studio d'enregistrement ici à Lac-Beauport. Check. Hey, yeah. Samuel Duchesne, on est dans votre studio, La Cabane, qui est prêt à accueillir des bands. Vous avez commencé il y a quelque temps déjà à accueillir des gens ici à Lac-Beauport. Oui. Tout d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? En fait, on a différents services ici au studio. Comme tu le dis, c'est nouveau, en fait, qu'on a ouvert à recevoir là, des gens. Moi et mon frère, on a eu déjà 2 autres expériences de studio auparavant qui étaient plus... je te dirais des maquettes de ce qu'on a maintenant. OK. Puis là, présentement, on est vraiment installé pour recevoir les bands dans différentes formules. On fait des captations vidéo live, on fait de l'enregistrement d'albums, on fait aussi de la réalisation, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi les artistes dans la création de leur album, tout ce qui est réflexion de qu'est-ce que ça va donner la galette au bout de tout ça. Venir jammer ici là, pour trouver des idées. Oui, c'est ça, l'accompagnement avec les musiciens. Puis sinon, on fait le mixage, mastering aussi là, de la musique qu'on enregistre ici. Vraiment l'expérience complète. Moi, je vous ai connu en voyant des vidéos de Festoute, un band de Québec. Ici, j'ai trouvé le décor hallucinant. Qu'est-ce que vous avez voulu créer vraiment comme décor? En fait, oui, c'est vrai que ça a une drôle de couleur. Ici, on est allé vraiment vers le vert olive-orange parce que ça fait vintage. Puis le vintage, c'est représentatif, en fait, de ce qu'on veut donner ici au studio. Mon frère puis moi, on est fans de musique des années 60, 70. OK. Fait que c'est important que dans l'ambiance, on le ressemble parce que faire de la musique, il faut être à l'aise pour faire de la musique, pour donner ce qu'on veut donner comme émotion dans nos chansons. Jérôme, c'est toi qui vas travailler le plus avec les artistes. C'est quoi exactement ton travail? Qu'est-ce que tu fais avec eux, toi, derrière la fenêtre? J'opère les machines. Je tourne les pitons. En fait, on va trouver la bonne recette pour trouver la bonne prise de son, surtout. Sam, de l'autre côté, lui, il va mettre les artistes à l'aise. Il va justement peut-être penser à quel micro qu'on devrait prendre, puis tout. Puis pour la suite des choses, moi, je fais le reste de la chaîne audio. Le plus important avec le studio, c'est qu'on voulait vraiment avoir un monitor room, comme ici, séparé du live room pour qu'on puisse prendre des décisions en temps réel, puis prendre des bonnes prises de son déjà. Là. C'est sûr que les musiciens doivent avoir hâte de traverser de ce côté-ci pour venir entendre ce qu'ils viennent de faire. Comment ça se passe, là, une session d'enregistrement, justement? En fait, oui. Je veux dire, nous, comment est-ce qu'on fonctionne, c'est qu'on veut toujours être bien préparé avant une session d'enregistrement. Les micros sont déjà prêts. On a déjà une bonne idée du type de prise de son qu'on veut. Mais pas précisément. Des fois, on va expérimenter des choses. Puis quand les artistes reviennent ici de l'autre côté, ils sont tout le temps vraiment surpris. Ils sont comme, mon Dieu, mais c'est déjà qualité album. Nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut imprimer de la musique déjà dans une qualité qui est le fun à écouter, où on sent l'énergie que ça drive. Ici, on est un studio qui est plus spécialisé dans de la musique vintage rock. On est moins dans tout ce qui est New Age, synthétiseur et tout ça. On est vraiment dans ampli à lampe, drum, bass. Le classique, ouais. OK, même dans votre matériel, vous utilisez des vieilles technologies, entre guillemets. Oui, absolument. On est beaucoup dans des amplis des années 60, justement, du Silvertone, des guitares des années 60 aussi. Puis justement, tu t'occupes des communications, du booking des artistes, de la réalisation aussi. C'est quoi ton pitch de vente, là? Est-ce que tu as eu à en faire jusqu'à maintenant ou quand même il y a un engouement pour venir en général, je pense que l'engouement est mutuel, dans le sens que les gens, souvent, ils ont déjà vu, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Instagram, Facebook, Studio La Cabane, c'est disponible pour voir ça.
En général, c'est comme nous autres, on est intéressés par les gens, autant que les autres sont intéressés par ce que ça peut leur apporter aussi de venir ici au studio, travailler avec nous, puis aussi vivre cette expérience-là d'enregistrer dans un studio qui est assez vintage. Oui, puis vous êtes du Lac-Saint-Jean. Est-ce que ça vient où, là, la musique, dans votre parcours de vie? Parce que vous êtes deux frères, les frères Duchesne, du Lac-Saint-Jean. Quand est-ce que vous avez eu la piqûre pour la musique? Très jeune, en fait. Là, moi et mon frère, je pense qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. J'avais 9 ans à peu près. On a eu un band ensemble pendant 11 ans, puis on a eu plusieurs autres projets de band. On a fait beaucoup de spectacles aussi un petit peu partout au Québec. Puis finalement, à un moment donné dans notre vie, le studio a comme pris le dessus. On a comme vraiment eu le goût de s'établir puis de faire des projets en studio, puis un petit peu moins de scène puis de spectacle, puis de se déplacer, puis de vider à la vanne, puis tout ça. Fait que finalement, bien, on est allé vers l'idée studio. Comme je te disais, nous autres, on a fait avant ça 2 studios qui étaient comme des tests un petit peu. Des ébauches. Des ébauches, c'est ça. Puis là, finalement, ici, on s'est établi comme il faut. On s'est mis légal, on a créé notre compagnie, tout ça. Fait que on est prêt à recevoir des clients, puis ça va bien jusqu'à maintenant, ouais. Mais c'est sûr que nous, on aime beaucoup enregistrer le live. Parce que dans le live, il y a comme une espèce de quelque chose qui se passe. Une énergie. Une énergie, puis aussi la vérité qui est beaucoup plus présente. Comme par exemple le projet avec Thomas Foley qu'on fait en ce moment. L'album est pas mal entièrement enregistré live, mis à part la voix puis quelques autres instruments. Ça permet justement d'avoir une musique qui est beaucoup plus naturelle et organique, justement. Thomas, tu habites à Lac-Beauport. C'est quand même pratique pour ton projet musical Tom Foley d'avoir un studio ici, j'imagine? Oui, effectivement, c'est très pratique. Puis en plus, les gars, bien, on vient du Lac-Saint-Jean, les deux, puis on s'est retrouvés au Lac-Beauport après plusieurs années, après les études. Donc, effectivement, côté pratique, ça fait mon affaire. Puis je pense aussi que les autres, ça fait leur affaire d'avoir un artiste local. Tom Foley, c'est le nom de ton projet musical. Explique-nous un peu ce que tu fais. En fait, c'est du folk avec soit un banjo ou bien une guitare acoustique aux saveurs boréales du Lac-Saint-Jean avec une belle poésie de région qui est assez festif, qui nous donne le goût de boire un verre avec nos amis sur le patio ou bien dans un show. On invite les gens à aller te suivre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ça fonctionne bien ici au studio La Cabane, ta musique? Bien, en fait, c'est pas un secret, mais on sait que le monde du Lac-Saint-Jean, c'est des bons gens. Donc ici, on s'entend bien avec tous les artistes. Les gars ont un grand cœur, ils ont une passion. Il y a aussi une renommée en région. Les gens les connaissent, ils ont de l'expérience, ils ont de l'ancienneté dans le domaine musical. Donc, c'est des très bons mentors côté expérience musicale, technique, etc. Puis ils ont du beau matériel aussi, ça sonne bien, puis on a du fun. Comment ça fonctionne, là, si on est un artiste, on entend l'entrevue aujourd'hui, on se dit « Hey, je veux travailler avec les gars de La Cabane », comment on procède? Bien, la meilleure façon, c'est de passer par notre site web, studiolacabane.net. En fait, sur le site, il y a un endroit où tu peux nous écrire directement, puis très rapidement, on va te répondre. Puis j'imagine aussi quand il y a une idée qui arrive en studio aussi. C'est toujours fascinant pour ceux qui font pas de musique de se dire que les artistes imaginent des chansons. Quand vous avez une idée puis que tout le monde comprend la même chose, ça doit être un moment assez impressionnant aussi. Oui, absolument. Puis, tu sais, justement, le projet à Thomas Foley, c'est un projet qui est très différent que les autres projets sur lesquels on a travaillé. Lui, il arrive avec son type de chanson, son type de forme de tune. Fait que pour nous, c'est nouveau. On s'adapte, mais on a aussi plein d'idées à lui apporter. Des fois, il arrive avec des instruments qu'on connaît même pas. On sait pas comment faire la prise de son. On essaie des affaires, puis ça donne toujours quelque chose d'intéressant au fin du compte. Oui, c'est un échange, finalement. Oui, exactement. Bien, un gros merci. C'est fort intéressant, puis un bon succès pour la suite. Bien, merci. Merci. Rencontre très enrichissante aujourd'hui avec ces deux passionnés de musique, Samuel et Jérôme Duchesne. Je vous invite à visiter leur site internet studiolacabane.net si vous êtes un artiste et que vous aimeriez vous produire ici, ou encore à les suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour ne manquer aucun live avec des artistes qui se produisent au studio La Cabane. Le Refuge éthique de l'arrière-pays est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de stériliser les chats errants dans le but d'éviter la surpopulation sur le territoire. Ils œuvrent bénévolement depuis 5 ans dans le secteur de l'arrière-pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Chantal Savard-Lamontagne, fondatrice, pour parler de sa belle fondation.
Chantal, il y a 5 ans, vous avez décidé en quelque sorte de réaliser un rêve qui était cher pour vous, soit celui de démarrer votre OBNL, le refuge éthique de l'arrière-pays. Parlez-nous de cette OBNL et surtout de la mission. Ça a commencé, ça, parce qu'on voulait... je m'étais fait approcher par des gens ici à Sainte-Brigitte pour que la ville permette des poules domestiques. Fait que j'avais été faire une représentation au conseil municipal, puis la conseillère responsable de l'urbanisme de l'époque, elle m'avait approchée puis elle m'avait dit « Chantal, on n'a pas d'organisme à Sainte-Brigitte qui s'occupe de tout ça, les animaux, qui pourrait conseiller la ville, qui pourrait développer. Elle dit, ça serait le fun de créer ça. » Tu sais, j'ai fait une demande de subvention au député M. Raymond Bernier, à l'époque, qui était député de Montmorency, qui est notre secteur, puis il nous a octroyé une petite subvention qui nous a permis de créer l'OBNL. Fait que là, on a discuté, puis il y avait à l'époque un monsieur qui s'appelle Daniel Roy, qui était sur le CA, qui est arrivé avec ça, cette approche-là, qui est de les chats quand ils sont sauvages, parce que les chats qui vivent dehors depuis des années sont sauvages, de les capturer, de les stériliser, de les remettre. Et de rescue, et de prendre en charge les bébés pour les socialiser. Fait que, j'ai dit, c'est correct. On a approché la ville était d'accord pour payer les stérilisations. Fait qu'on a débuté comme ça avec une colonie qui est pas loin de la pharmacie, une colonie de 30 quelques individus. Pourquoi est-ce que cette cause en particulier vous tenait à cœur autant pour partir une OBNL, partir votre propre fondation? Bien, il y a beaucoup de souffrance animale dans les chats qui vivent dehors. Tu sais, les bébés, là, il n'y en a pas beaucoup qui survivent. Là. C'est peut-être 1 sur 10 qui survivent 1 an. L'espérance de vie d'un chat qui vit dehors, c'est 5 ans comparé à 12 ans d'un chat domestique. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de souffrance animale. Puis aussi, on savait bien que ces chats-là sont pas adoptables parce qu'ils sont sauvages. Fait que quand ils se ramassent dans les contrôleurs animaliers, ils sont euthanasiés. 100 de ces chats-là sont euthanasiés. Aujourd'hui, les contrôleurs animaliers, il y a une petite évolution. Maintenant, ils ont des programmes chat de grange. Fait qu'ils vont les envoyer chez des agriculteurs, ils vont les stériliser, ils vont les envoyer chez des agriculteurs gratuitement. Mais à l'époque, ils étaient tous euthanasiés. De quelle façon est-ce que votre organisme fonctionne une fois que vous découvrez des colonies de chats qui ne sont pas stérilisées? Bien, nous, on est un organisme qui ne va pas faire affaire nécessairement avec les villes. La SPA offre le programme CSRM, puis les villes adhèrent au programme du CSRM, qui est capture, stérilisation, remise et maintien des chats errants. C'est ça que ça veut dire, CSRM. Nous, on est un organisme qui va faire beaucoup de soutien communautaire. C'est-à-dire qu'on va leur fournir les cages gratuitement, on va les expliquer les techniques de trappe. On va aussi les aider à se démêler parce que c'est vraiment une poutine. Il faut qu'ils appellent la ville. Puis des fois, la ville dit non, c'est SPA. Puis là, ils appellent SPA. SPA dit non, c'est la ville. Fait qu'on va les aider à frayer leur chemin à travers ce dédale-là de questions sans réponse. Puis à partir du moment que là, la colonie est acceptée par la SPA, bien là, on commence à trappe. Non, on trappe. Une fois que vous trouvez une colonie du genre comme celle sur le chemin du skieur et que vous vous apercevez qu'il y a des chatons, qu'est-ce que vous faites avec ces petits chats-là qui viennent à peine de naître? Bon, bien, dans les colonies, c'est vraiment problématique. Les chats vont avoir des bébés trop jeunes, ils vont les abandonner. L'année passée, on a qu'on est obligé de nourrir au biberon. C'est beaucoup d'ouvrage parce que c'est aux 2 heures. Ça, c'est très exigeant pour les familles d'accueil quand ils sont trop jeunes de même. Idéalement, parce que veut pas, même si c'est une chatte sauvage qui n'est pas socialisée, elle a des choses à apprendre à ses bébés. Tu sais, il faut qu'elle monte à grimper aux arbres, elle lui montre plein d'affaires que nous autres, avec nos yeux d'humains, on ne voit pas nécessairement. Fait qu'idéalement, il faut qu'il reste avec la mère jusqu'à au moins 6 à 8 semaines, jusqu'à temps qu'elle les sauve. Et pourquoi est-ce que c'est important, justement, de sensibiliser les gens à la stérilisation, tant des chats domestiques, mais aussi des chats errants? Bien, parce que le problème des colonies, c'est pas juste causé par les chats de colonie, c'est causé aussi par les chats domestiques que les gens laissent aller dehors qui sont pas stérilisés. Eux autres, ils vont aller reproduire d'autres chats. Le refuge de l'arrière-pays est surtout axé sur les chats errants, mais là, dans les derniers mois même, on pourrait dire au cours de la dernière année, vous avez eu un nouveau venu dans le refuge, soit Rambo, un chien que vous avez trouvé, un chien errant. Dites-moi, quelle est l'histoire derrière ce chien-là? Bien, c'est un peu comme... Parce qu'au début, on s'est positionné aussi les chats puis les chiens. Mais on n'avait pas développé le programme. C'est un programme qu'on voulait développer depuis plusieurs années qui s'appelle le programme Chien Senior parce qu'on sait pertinemment qu'au Québec,
T'sais, les chiens qui ont des problèmes de comportement et qui sont trop vieux, encore là, quand ils arrivent dans les fourrières, bien, ils sont euthanasiés. Pareil comme les chats qui sont sauvages. Quand ils arrivent dans les fourrières, ils sont euthanasiés. On est mieux de les stériliser puis de les remettre. C'est toujours... On va toujours privilégier la vie à l'euthanasie. Chantal, depuis près d'1 an, vous avez une belle association avec la Bulle Boutique où on se trouve présentement, qui est située à Sainte-Brigitte-de-Laval. Parlez-nous un peu de cette collaboration que vous avez entre votre fondation et cette belle entreprise du secteur. Bien oui, avec la pandémie, on avait commencé à faire des produits pour se financer parce qu'on a perdu nos principales sources de financement. Et puis, une des associées ici m'a offert de distribuer nos produits en boutique pour nous aider sans se prendre de profit. Fait que ça a été beaucoup aidant parce qu'on réseaute les deux, parce qu'on vend aussi les produits sur notre page Facebook, fait qu'on réseaute les deux. Puis tous nos produits, c'est pratiquement toutes des matières recyclées, éco-responsables. C'est fait par des gens qui souvent vont me dire « Ah, Chantal, je veux t'aider. Moi, je tricote. J'aimerais ça faire de quoi pour vous aider. La laine est achetée ici à la friperie, qu'elle m'a garde. C'est toute de la laine recyclée. Fait que ça devient très intéressant parce que ça nous permet d'assumer, d'avoir des ventes mensuelles, de pas toujours être tributaire des dons qu'on reçoit, des choses comme ça. D'ailleurs, ça, c'est un des items qui est en vente ici à la Bulle Boutique. C'est un griffoir qui, d'ailleurs, a été fait par vous. Oui, c'est un griffoir qui est unique parce que beaucoup d'articles qui vendent en animalerie sont pas conçus pour les chats. Ça a l'air niaiseux, là, ils vendent ça pour les chats, mais c'est pas conçu pour le chat. Pour avoir un bon griffoir pour sauver nos divans, ça prend minimum 30 pouces. Il faut que ça soit très solide. Il faut que le chat puisse sauter dedans. Celui-ci, j'en ai vendu, et puis j'ai aucun retour. C'est une satisfaction 100 %. Et d'ailleurs, il faut dire que vos produits sont en vente ici, sont en vente sur votre page Facebook. Oui. Si les gens sont à la recherche de beaux items faits avec des matières recyclées, il faut dire, ils peuvent venir directement ici à la Bulle Boutique à Sainte-Brigitte-de-Laval pour se procurer leurs items, comme entre autres le griffoir ici qui a été fait par vous, entre autres. Oui. Merci énormément, Chantal, pour votre temps. Merci. Bonne journée. Si vous souhaitez vous impliquer bénévolement auprès de l'organisme à but non lucratif, le Refuge éthique de l'arrière-pays, je vous invite à les contacter directement sur leur page Facebook. Si vous avez envie aussi de les encourager, sachez qu'ils ont en vente directement à la Bulle Boutique de Sainte-Brigitte-de-Laval des items parfaits pour vos chiens et vos chats. D'ailleurs, tous les fonds amassés seront remis directement à l'OBNL. J'assiste aujourd'hui à la dernière journée d'entraînement des athlètes du club de ski acrobatique de Stoneham. Une petite pluie, certes, mais une température printanière quand même fort agréable. C'est sur les pistes qu'on pourra les voir performer aujourd'hui. Bonjour Kaël. Aujourd'hui, on se trouve à la dernière journée d'entraînement du club de ski acrobatique de Stoneham. Parlez-moi un peu de votre implication dans le club. Oui, alors moi, je suis coordonnateur technique. Donc, j'établis le plan d'entraînement pour la saison. Je fais les formations avec les coachs. Et puis, je supervise que tous les entraînements se passent et se déroulent de la bonne façon. On parle de jeunes de quel âge à quel âge environ qui sont membres du club? Alors, cette année, on a 66 jeunes qui vont de 5 ans à 17 ans. C'est le fun. C'est quand même beaucoup de jeunes qui font partie du club de ski. On parle de quel niveau de ski ici? Alors, on a de tous les niveaux. Ça part des tout-petits qui doivent quand même être parallèles, donc avoir une certaine technique de ski pour pouvoir rentrer dans le club. Et ça va jusqu'à des jeunes qui s'en vont en direction des championnats canadiens et plus encore. Vite fier. Oui, vraiment. Et pour les néophytes qui regardent l'émission et qui connaissent absolument rien en ski acrobatique, expliquez-nous un peu les styles de ski qui sont pratiqués ici. Oui, alors on a différentes disciplines. On a la bosse, on a le slopestyle, donc ça, c'est dans les parcs à neige, avec des big air et avec des rampes, des rails, des box. Et on a à côté de ça le saut en tant que tel. Nous, à Stoneham, en tant que tel, on n'a pas de site de saut d'entraînement, mais on a de très, très, très beaux parcs et on a un magnifique site de bosse. Je suis avec William. William, on te décrit comme une machine des pentes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, dans le fond, les bosses, c'est... Tu fais des bosses puis des sauts. C'est un peu comme Michael Kingsbury fait. C'est pas mal ça, là. C'est des bosses, un saut, des bosses, un saut, puis encore des bosses. Puis après, t'as fini.
Faut pas avoir froid aux yeux, puis faut être courageux pour faire ça. Ouais. Et parle-nous un peu des différents podiums sur lesquels tu es monté. Ben là, moi, j'ai fait une fois 3e place, puis ça, je suis vraiment content. C'est quoi tes ambitions pour le futur? Est-ce que tu aimerais continuer de skier? Est-ce que tu aimerais un jour devenir un athlète olympique? Ouais, ça serait mon défi, je pense. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment du bon calibre dans le club. Parlez-nous un peu des espoirs à surveiller, des jeunes athlètes qu'on aura à surveiller dans les prochaines années. Oui, alors on a beaucoup de jeunes qui se sont démarqués cette année, que ce soit en boss et en slopestyle. Donc, dans les futures années, on va entendre parler de certains de nos jeunes, au même titre qu'on a entendu parler cette année aux Olympiques d'Olivier Asselin, qui vient du club de ski acrobatique Stoneham et qui était aux Olympiques. D'ailleurs, qui s'est classé, qui s'est qualifié là, pour donc, des étapes prochaines en assistant aux Jeux olympiques de Pékin. Oui, tout à fait. Donc, elle a fait partie du club quand même pendant quelques années. Oui, elle était ici. Puis il y a certains de ses coéquipiers de son groupe qui maintenant sont coach avec nous. Et puis elle a continué en tant qu'athlète pour se rendre là où elle est aujourd'hui. Donc, c'est une saison qui se termine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aura à surveiller pour la saison prochaine? J'imagine que vous êtes déjà à préparer. Oui, bien, on a eu beaucoup d'essais de nouveaux athlètes qui veulent intégrer le club. Donc, on s'attend à ce que le club grossisse. On espère aussi avoir une année qui ne soit pas sous le signe de la COVID et qui nous permette des entraînements vraiment à leur maximum. Et puis, bien, on recrute en ce moment des coachs. Donc, si certaines personnes sont intéressées à nous rejoindre dans notre équipe, ça nous fera plaisir de les rencontrer. Donc, pour ce faire, on peut bien entendu visiter le site Internet du Club de ski acrobatique de Stoneham ou encore votre page Facebook, tout simplement. Oui, tout à fait. Monsieur Kaël Marc, entraîneur et coordonnateur technique du club, merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée au sein de notre club. Je suis en compagnie de Mathieu Cyr, qui est le vice-président du club de ski acrobatique de Stoneham. Et Mathieu, aujourd'hui, malgré la température, tous les jeunes sont là pour le dernier entraînement. Donc, c'est quand même peut-être avec un peu le cœur serré que cette saison se termine. C'est la fin de saison. Nos jeunes sont tous là, nos 66 athlètes. Aujourd'hui, c'était une journée déguisée. Il y en a une partie qui sont déguisés, nos entraîneurs aussi. Fait que ça va être vraiment là, une belle fin de saison, là. C'est motivant pour les jeunes. Parlez-nous un peu de votre implication au sein du club. Moi, je suis vice-président depuis maintenant ma 4e année au sein du club, du CA du club. Mon rôle, c'est vraiment de faire le lien entre notre équipe d'entraîneurs, nos coordonnateurs techniques, nos 3 entraîneurs-chefs et le CA puis les parents. Donc, si nos entraîneurs ils ont besoin de quoi que ce soit, du matériel, une piste, entretenir une piste en spécifique, c'est moi qui est là. C'est moi qui est dédié là, pour faire le lien dynamique là, entre eux et nous, là. C'est agréable. Vous avez une mission qui est quand même bien définie au sein du club. On en parlait tout à l'heure. Expliquez-nous un peu cette mission. Oui, ça s'articule sur 3 sphères. Dans le fond, la première, c'est le développement technique. On veut que nos jeunes puissent se développer, avoir la technique autant sur du plat, en bosse, en sous-bois, pour après ça, ils puissent appliquer quand ils arrivent dans les parcs de slopestyle, les pistes de boss. Ça, c'est notre développement technique. On a aussi le plaisir, qui est vraiment... On veut que tous les jeunes, à la fin de leur entraînement, qu'ils aient le sourire, ainsi que leur coach, qu'il y ait eu du fun. C'est comme ça qu'on va réussir là, les amuser grâce au sport, les retenir, puis qu'ils puissent en faire aussi quand ils vont être plus vieux, se souvenir comment c'était agréable de faire du sport. Et notre 3e élément, c'est vraiment l'esprit sportif, l'esprit d'équipe. C'est un beau sentiment de fierté. D'ailleurs, qu'on va souligner ce soir, c'est un peu la fête aujourd'hui, disons-le, malgré la pluie, puisque ce soir, c'est votre fête de fin de saison et c'est sous forme de gala que vous allez célébrer tout ça. C'est notre gala de fin de saison qu'on n'a pas tenu depuis 2 ans maintenant. Et là, un vrai, un beau souper. On va avoir des remises de prix pour nos athlètes, des prix de présence, des certificats. On va avoir aussi 2 bourses qui vont être données par une ancienne athlète, Olivier Asselin, qui est une ancienne athlète de notre club, qui cette année, on a eu le plaisir de la voir aux Olympiques. Elle a créé un fonds spécifiquement pour le club de ski acrobatique pour donner le goût aux filles le sport. Le sport, pour les filles, on a à peu près 30 de filles dans le sport en ski acrobatique, que ce soit dans notre club ou à travers le Canada, c'est environ 30 Je suis avec Justine et Noémie, 2 filles qui font partie du club de ski acrobatique de Stoneham. Ça fait combien d'années que vous faites partie du club, les filles? Moi, c'est ma 3e année. Moi, c'est ma 3e année aussi.
Des filles dans un club de ski acrobatique, vous êtes plusieurs. Vous trouvez ça agréable là, qu'il y ait plusieurs filles au sein du club? Oui, vraiment. Oui. Oui. Ce soir, je crois que vous allez voir l'athlète Olivia Asselin. Est-ce qu'elle est une inspiration pour vous? Oui, vraiment. Moi aussi. Parlez-nous du genre de ski que vous pratiquez. On fait du slope slide, donc en fait, on fait des sauts et du parc, donc des box. Donc, vous faites des acrobaties. Ouais, exemple 360, 180, etc. Justement, elle a encore le sentiment d'appartenance au club et ça doit être très apprécié de pouvoir encore collaborer avec elle là, au sein du club. Oui, tout à fait. Là, Olivia, pour nous, là, on espère avoir une collaboration encore longtemps avec elle. Là. Eh bien, c'est un beau gala que vous aurez ce soir. On vous souhaite une excellente soirée. Je crois que ce sera bien mérité après une belle saison et on surveillera bien entendu la saison prochaine. Ben oui, merci beaucoup. Nous autres, on recommence déjà début décembre. Là, on est sur les pentes de ski avec nos athlètes. Fait que, bienvenue à tous si vous voulez vous joindre à nous. Ce sera un plaisir de revenir sur les pentes de ski à Stoneham. C'est des beaux jeunes habiles et allumés qu'on a pu voir sur les pistes aujourd'hui puisque c'était la dernière journée des entraînements du club de ski acrobatique de Stoneham. On leur souhaite une belle fin de saison et une très belle saison l'année prochaine et un beau gala ce soir. Félicitations à tous les athlètes du club de ski acrobatique de Stoneham pour la belle saison. Et j'en profite pour remercier la station touristique Stoneham et le centre de ski Le Relais pour la magnifique saison qu'ils nous ont offert. C'est un bonheur pour nous aussi de savoir que Rembo a enfin trouvé une famille grâce au refuge éthique de l'arrière-pays. Et finalement, ça a été un gros coup de cœur pour moi de rencontrer les frères Deschênes qui sont derrière le studio La Cabane à Lac-Beauport. Pour revoir nos reportages et nos émissions, rendez-vous sur CCAP.tv. Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à nos reportages pour cette saison hivernale de Vue d'ici.